très content de vous retrouver. C'est notre vidéo hebdomadaire sur la situation des grèves aux États-Unis concernant les scénaristes et les acteurs. Et bien évidemment, c'est un peu une vidéo spéciale vu qu'on va parler de la victoire des scénaristes. Et on le verra effectivement parler de victoire pour le coup parce qu'ils ont obtenu pas mal de choses. Donc évidemment, on fera un point sur qu'est-ce qu'ils ont obtenu. Pourquoi est-ce qu'on considère ça comme une victoire? Bien évidemment, je vais vous résumer ça de manière intelligible parce que il y a 94 pages, vraiment le contrat entre les deux. Donc évidemment, on va pas voir les 94 pages. Je vous ferai un résumé des points importants grâce à un article et on verra aussi quelles vont être les conséquences, que ça va pas être si simple, la reprise du boulot, mine de rien. On va voir qu'il y a des raisons auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui font qu'en fait, ça va être une période assez rock'n'roll à Hollywood et dans tous les lieux de tournage. Et on verra aussi, voilà, quelques petites autres informations. Et entre autres, on va commencer tout de suite avec un petit rappel quand même. Donc, rappelez que ça a été 148 jours la grève des scénaristes. 148 jours avant d'arriver à un accord. Et alors, pour vous rappeler un peu les derniers événements qui ont amené à cet accord, donc on savait la fin de semaine dernière, donc jusqu'au dimanche 24, il y a eu 3-4 jours où en fait vraiment les deux côtés ont décidé de se réunir et de continuer jusqu'à ce qu'ils arrivent à un accord. Et je vous en avais parlé d'ailleurs, je vous avais dit dans la vidéo de samedi dernier que voilà, justement ils disaient qu'ils s'étaient donné jusqu'au dimanche en fin de journée, dimanche coucher du soleil, pour réussir à trouver un accord et qui discuterait jusque-là. C'est effectivement ce qui s'est passé, et c'est effectivement le moment où un accord a été trouvé, qui a failli pas se faire, pour une raison toute bête, vous le verrez, mais assez compréhensible, mais ça, on a failli passer à côté, vraiment. Mais donc voilà, et grâce à cet accord, il a été décidé que dès minuit 1, dans la nuit de mardi à mercredi, les scénaristes pourraient retourner au travail, c'est-à-dire sans même attendre la ratification complète de l'accord. Vu où ça en était et vu ce qui avait été obtenu, il avait été décidé que les scénaristes pourraient retourner au boulot avant même d'attendre vraiment la ratification complète pour le coup. Il est assez intéressant cet article du Hollywood Reporter. Il nous donne quelques éléments sur comment se sont passées les choses et qui avait un peu quel rôle au sein des 4 patrons qui étaient présents pendant les discussions, donc qui représentaient Universal, Disney, Warner, Discovery et Netflix. Et donc déjà, alors ça c'est la petite anecdote mais qui est assez marrante, c'est qu'en fait le 23, donc la veille du moment où l'accord a été vraiment trouvé, Bob Iger, donc le CEO de Disney, était à Beverly Hills dans un restaurant italien, tranquille, il était avec des copains. Alors les copains c'est Paul McCartney et un membre des Eagles, et donc ils étaient à la Dolce Vita, un restaurant italien. Mais le truc, c'est qu'en fait il existe un groupe WhatsApp qui réunit plus de 500 showrunners. Donc plus de 500 responsables de séries, quoi. Et, ils ont été mis au courant. Évidemment, il y avait quelqu'un qui était sur place qui leur a dit « Ah tiens, il y a Bob Iger qui est là ». Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a quelqu'un qui était sur place, alors déjà dans le groupe WhatsApp, ils ont mis une photo d'une bouteille de whisky qui s'appelle Writer's Tears, donc les larmes des scénaristes. Ce qui évidemment colle bien, donc c'est une vraie marque de whisky, et la photo évidemment collait bien. Et du coup, quelqu'un a réagi en faisant amener à la table de Bob Iger un plateau de shooter. Ils leur ont fait ramener un plateau de shooter avec un petit mot qui disait « Dans l'attente de la part des showrunners d'Hollywood ». En mode « On te regarde Lou. On t'a à l'œil, on sait que t'es là, tiens, pense à l'accord. Pense qu'il va falloir un accord maintenant ». Donc je trouvais ça plutôt marrant pour le coup. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on apprend du coup un peu les rôles qu'ont eu chacun pendant les réunions. C'est-à-dire que Zaslav, enfin, on a Bob Iger qui était vraiment l'expérimenté, qui était vraiment celui qui était à la tête, qui était vraiment celui qui a déjà vécu la grève précédente, qui a déjà eu affaire à ce genre de situation. Donc c'était vraiment celui qui était en tête. On a Zaslav à côté, qui pour le coup a moins l'expérience de ce domaine précis, de tout ce qui concerne l'univers des productions scriptées, à contrario de ce qu'on appelle le non scripté, c'est-à-dire télé-réalité et tout ça. Ce qui est du coup quelque chose que Discovery fait déjà beaucoup, mais il est nouveau, même s'il était patron de Discovery, dans ce côté Warner, HBO, tout ça, il est bien plus nouveau. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a une grande expérience, évidemment, des deals compliqués, de genre de contrat. Donc voilà, c'était un peu celui qui était juste derrière Bob Iger. On avait
Donna Langley, donc elle de chez NBC Universal, qui était, semble-t-il, la diplomate. Vraiment, c'est celle qui a le plus d'expérience, qui a le plus un rapport proche, de proximité avec les créatifs, et c'est celle qui était vraiment considérée comme la diplomate, comme celle qui faisait la passerelle entre les deux. Et on a Ted Sarandos, donc le co-CEO de Netflix, qui lui, semble-t-il, pendant ses journées de réunion avec les scénaristes, passait plus de temps, en fait, à discuter avec son téléphone avec la SAG-AFTRA, donc avec la partie syndicat des acteurs. Mais bon, au final, il s'est rangé à l'avis de ses trois collègues. Donc voilà. Mais donc, ouais, il semblerait que lui, il était déjà sur la semaine suivante. Lui, il était sur, bon, ok, maintenant on discute avec les acteurs, ça c'est bon. Et quelqu'un qui a eu un rôle très 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 important dans tout ça, semble-t-il, c'est Chris Kaiser. Chris Kaiser, donc qui est un des porte-parole du coup, qui est un des comment dire, un des représentants de la WGA dans les discussions. Alors c'est un producteur scénariste, entre autres c'est lui qui avait créé à l'époque la série La Vie à 5, que les anciens connaissent. Et il semblerait qu'il a eu un rôle hyper important. C'est lui qui a eu au téléphone Iger, qui a eu au téléphone Zaslav et tout le monde, pour les convaincre qu'il fallait vraiment que tout le monde revienne à la table, que c'était pas important de savoir qui était celui qui devait appeler l'autre à la base. Après les déboires qu'il y avait eu il y a pas très longtemps, quand ça s'était mal passé entre les patrons et les scénaristes. Et c'est vraiment lui qui a appelé tout le monde et qui a réussi à amener cette décision de se réunir pour plusieurs jours et de ne pas se quitter avant d'arriver à une solution. Et d'ailleurs, en fin de discussion, je sais plus si c'était samedi ou dimanche, où en fait, il y a eu un moment où ça a failli capoter. Ça a failli complètement capoter. Pourquoi ? Parce que la partie WGA, donc des scénaristes, a voulu rajouter quelque chose en dernière minute, qui était de permettre aux membres de la WGA de ne pas se rendre sur des tournages, de ne pas passer ce qu'ils appellent passer les piquets de grève. Ça veut dire, la SAG-AFTRA, les acteurs, eux, sont encore en grève. Et les acteurs ont soutenu la WGA depuis le début, avant même qu'ils rentrent eux-mêmes en grève. Ils ont toujours été en soutien de la WGA. Et donc, en réponse à ça, en remerciement, la WGA voulait mettre mettre dans les accords que même si là les accords étaient signés pour eux, tant que c'était pas fait pour les acteurs, les scénaristes pourraient décider de ne pas aller sur des tournages où, ne pouvaient ne pas aller travailler s'il y avait des manifs d'acteurs en fait devant l'endroit où ils se rendaient. Parce que le système américain, pour vous expliquer en fait ce qu'on appelle des piquets de grève aux États-Unis, il suffit qu'il y ait 2 membres d'une guilde devant une porte et ça s'appelle un piquet de grève. Et ça veut dire que si vous faites partie de ce syndicat-là, de cette guilde-là, à partir de là, vous n'avez pas à passer, vous n'avez pas à aller travailler. Il suffit qu'il y ait 2 personnes. C'est pour ça que c'est un bordel. Hein. Il y a des tournages qui ont été bloqués par 2 personnes. Suffit qu'il y ait un tournage, je sais pas, moi je prends l'exemple d'Ardeville à New York, il y a un tournage, suffit qu'il y ait 2 scénaristes ou 2 acteurs quand les scénaristes étaient encore en grève, qu'il y en ait 2 qui se placent à l'entrée, et bim, vous pouvez ne pas passer ce piquet de grève. Sauf que là, les patrons ont pété un plomb. Le fait de se dire que du coup ils avaient fait l'accord avec les scénaristes et qu'ils risquaient de quand même pas aller travailler parce que c'était pas réglé avec les acteurs, ça les a fait péter un plomb. Ils ont quitté la salle. Bob Iger est revenu dans la salle pour dire mais les gars, faut prendre les choses au sérieux, là c'est juste pas possible. Non, là réfléchissez bien à ce que vous faites, mais en gros j'accepte pas. On a Zaslav qui lui a utilisé une métaphore de football américain en disant qu'est-ce que vous faites les mecs ? On est dans les 10 derniers yards, la mesure anglo-saxonne. On vous a donné à peu près tout ce que vous vouliez. En gros, en mode, enfin non, là ça va trop loin. Et bon, du coup ils sont revenus là-dessus et ils n'ont pas demandé ça. Donc voilà, les scénaristes retournent au travail dans tous les cas désormais. Cet article-là est super intéressant. Ça explique en fait ce qui va poser problème maintenant qu'il va y avoir la reprise du boulot. Parce qu'il y a des choses qu'on n'imagine même pas qui vont être assez compliquées pour le coup. Et en gros, ce qu'on nous dit, c'est que le problème, c'est que voilà, toutes les productions vont reprendre et qu'elles ont les mêmes besoins. Et entre autres, ça va être par exemple les studios, ce qu'on appelle les soundstage. Donc ces studios, du coup tous les tournages vont reprendre en même temps. Donc qui va les avoir en priorité ? Et un autre problème qui est hyper important, c'est que pendant cette grève, il y a des gens dans les équipes techniques qui sont partis bosser ailleurs. Par exemple, il y a des techniciens qui en ont eu marre d'attendre et qui sont partis bosser dans les live events.
Par exemple, il va y avoir des ingés lumière qui sont partis bosser sur des tournées d'artistes, des concerts. Et ils vont pas arrêter cette tournée-là pour revenir. Parce que là, ils ont du boulot pour des semaines ou des mois. Et du coup, ça veut dire qu'il y a encore moins... Non seulement tout le monde va avoir besoin de techniciens, mais il y en a moins qu'il y en avait avant. Parce que du coup, il y en a certains qui sont partis bosser pour d'autres. Mais en plus, un des gros problèmes aussi qui est hyper intéressant, ça va être comment ça se passe pour les acteurs du coup qui ont plusieurs tournages de prévus, mais du coup maintenant ces tournages vont être en même temps. Qui va avoir la priorité? Et de la même manière, le problème c'est qu'il y a des tournages qui avaient commencé, qui n'ont pas pu être finis. Imaginons que vous tournez un film. Il vous restait 3-4 semaines de tournage pour finir votre film. Mais à côté de ça, il y a un autre film qui va commencer son tournage ou une série. Et les techniciens, d'un côté on va leur proposer venez, faut que vous reveniez, on a 3-4 semaines pour finir ce tournage, mais d'un autre côté on va leur dire ah bah par contre moi je vous embauche pour 20 semaines. Donc ça va être le bordel. Ça va être le bordel. Ça va être vraiment à qui va réussir à attirer les techniciens vers lui. Ça va être pareil, les problèmes pour la post-prod, les problèmes pour plein de choses. Enfin, ça va être très 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 compliqué de ce côté-là. Ça va être vraiment compliqué. Et du coup, on s'attaque évidemment sur le gros sujet qui est qu'est-ce qu'ils ont obtenu. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu du coup, ces scénaristes? Est-ce que c'est vraiment une victoire? Et donc, on a cet article de Box Office Pro. Grève Hollywood, les scénaristes reprennent le travail. Les auteurs de la WGA détaillent ce qu'ils ont obtenu des studios de la MPTP et appellent à la reprise du travail après 5 mois de grève. Les acteurs américains, eux, rencontreront les studios le lundi 2 octobre. Je vous l'avais dit que ça irait très vite. De toute façon, une fois que ça serait réglé avec les scénaristes, de toute façon, ils vont se baser sur ce qu'ont obtenu les scénaristes pour faire leurs propositions aux acteurs, et ça va leur donner du coup voilà du poids par rapport à ça, vu que ça a été accepté par les scénaristes. Mais voilà, attendez-vous à ce que ça se règle assez vite de ce côté-là, à moins que vraiment il y ait un gros souci. Ah, et si, il y a une autre raison pour laquelle ça devrait se régler très vite du côté des acteurs, dont je vous ai pas parlé. Ça fait partie aussi des problèmes qu'il va y avoir là avec la reprise du boulot. C'est tout simplement que on est fin septembre, quasiment en octobre. On est le 30 septembre au moment où je vous parle. Et le truc, c'est qu'aux États-Unis, c'est très compliqué il y a peu de tournage en fait dans la période Thanksgiving-Noël. Donc même un peu avant, un peu après. Et ça coûte plus cher. Ça coûte bien plus cher de tourner en décembre, évidemment. Et parce qu'on paye les gens plus cher. Et le truc, c'est que si les accords ne sont pas faits très vite, ça veut dire que les tournages ne reprendront même pas en décembre, mais reprendront en janvier. Donc il faut vraiment que ce soit réglé là début octobre, pour que ça reprenne le plus vite possible, genre à la mi-octobre. Mi-octobre. Parce que sinon, si ça traîne trop et si la décision, si l'accord est pris à partir de mi-novembre, bah ça veut dire que les tournages, ça sera pas avant janvier en fait. Ils vont pas les commencer en décembre. Donc voilà, c'est aussi une raison en plus qui fait que logiquement ça devrait aller vite. Donc protection face à l'IA et meilleure rémunération, notamment sur les revenus issus du streaming. L'accord de principe conclu dimanche entre les scénaristes et les studios et plateformes hollywoodiennes plutôt, a été voté à l'unanimité ce mardi 26 septembre par le conseil d'administration de la Writers Guild of America. Si l'accord conclu pour 3 ans doit être encore ratifié par les membres du syndicat, la reprise du travail a également été votée par les scénaristes à partir de ce mercredi 27 septembre, ce que je vous expliquais à partir de minuit 1 le mercredi 27 septembre. Dans la foulée, la WGA dévoile les points d'un accord exceptionnel avec des gains et des protections pour les membres dans tous les secteurs de leur activité. Alors, on commence par l'intelligence artificielle. Les scénaristes ont obtenu plusieurs garanties face à l'utilisation de l'IA. Tout d'abord, pour qu'elle ne puisse pas écrire ou réécrire du matériel littéraire. Ça veut dire on ne peut pas adapter un bouquin en disant que c'est l'IA qui va l'adapter. De plus, un script généré par l'IA ne sera pas considéré comme du matériel source. Alors en gros, ce que j'avais déjà expliqué sur la chaîne, ça veut dire tout simplement que si par exemple il y a un scénario écrit par une IA et qu'un scénariste vient bosser dessus ensuite, l'IA n'a aucun droit dessus. Le scénariste aura 100% des crédits en tant qu'auteur du scénario. Il n'y aura pas une partie des crédits qui iront à l'IA, au développeur du logiciel de l'IA ou quoi que ce soit. Non. Même si un scénariste bosse sur quelque chose qui avait d'abord été travaillé par IA, c'est le scénariste qui est considéré comme l'auteur. Donc ce qui fait qu'un scénariste pourra le retravailler tout en étant crédité comme auteur et percevoir ses droits. Un auteur peut choisir, lui, d'utiliser l'IA pour écrire, avec l'accord, par contre, du studio ou de la société de production pour laquelle il travaille. Mais en revanche, celle-ci, la société de production, ne peut pas exiger de l'auteur
qu'il utilise un logiciel d'IA. On ne peut pas imposer à un scénariste de dire tu dois travailler avec une IA. Ça, c'est pas possible. Elle doit aussi informer le rédacteur si les documents qui lui sont remis ont été générés, même en partie par une IA. Ça arrive souvent. Tiens, voilà, c'est un premier draft, un premier draft qu'on avait eu. On avait un scénariste qui avait bossé là-dessus. C'est pas mal, mais on pense que ça doit être retravaillé. Fais-le nous. Ça peut pas être un truc qui avait été fait par une IA. Sinon, il faut lui dire, il faut le prévenir. Il doit être au courant. Et surtout, alors ça, c'est pas exactement vrai. Ils disent, et surtout la WGA peut interdire l'exploitation du matériel des scénaristes pour former l'IA. En gros, ils disent, la WGA peut interdire qu'on utilise des scénarios écrits par des membres de la guilde pour nourrir une IA et lui apprendre comment on écrit des scénarios. C'est pas exactement ce qui est dit. C'est pas exactement ce qui est dit. En réalité, ce qui est dit dans l'accord, voilà, on l'a ici. Ça, c'est des captures d'écran d'une très bonne vidéo d'Anne Morel sur YouTube et qui s'était très bien fait. Et du coup, voilà, ce qui est exactement dit, c'est la WGA se réserve le droit comment dire, en gros, la WGA se réserve le droit d'aller dire que l'usage de matériel écrit par les membres de son syndicat pour entraîner une AI sont interdits. Ils se réservent le droit. Ça veut dire que c'est pas dit qu'ils le feront, c'est une porte ouverte pour l'instant, mais ils préviennent les studios, et c'est très bien de le faire, ils préviennent les studios que s'ils se rendent compte que voilà, il y a effectivement des choses comme ça qui se passent, ils se réservent le droit d'attaquer. Ils se réservent le droit d'attaquer en justice et de dire non, on n'est pas d'accord. Ça n'est pas encore fait, ils n'ont pas obtenu l'assurance que les studios ne le feraient pas, mais ils disent aux studios, ok, on remet ça à plus tard, mais si effectivement vous décidez de nourrir des intelligences artificielles avec des scénarios écrits par nos membres, on se réserve le droit de vous attaquer en justice, sur telle et telle base. C'est ça exactement qui est dit en réalité. Donc voilà, c'est pas tout à fait vrai pour ce qui est dit dans cette partie-là. Amélioration des conditions d'emploi et des rémunérations. C'est une partie qui est assez complexe, il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas, vraiment. Voilà, je reste un petit peu sur les gros points. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire s'il y a des points précis sur lesquels vous voulez plus d'explications. Si j'en suis capable, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais voilà, pour la vidéo, déjà même là, je trouve déjà que ça doit être un petit peu imbuvable. Donc bravo à ceux qui sont restés jusque-là, vraiment. Mais si vous avez des questions plus précises, plus techniques, pour le coup, j'ai lu beaucoup d'autres articles. Je ne dis pas que je suis un spécialiste, loin de là. Mais voilà, si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Plusieurs avancées de taille ont été obtenues sur les rémunérations des scénaristes. L'accord prévoit tout d'abord une augmentation des salaires minimums de 5% lors de la ratification du contrat, puis de 4% en 2024 et de 3,5% en 2025. Ce qui est bien, c'est un petit peu moins que ce qu'ils avaient demandé, pour le coup. C'est un petit peu moins de 3-4%, mais c'est très bien pour le coup. 12,5% donc d'augmentation sur 3 ans. Les taux de cotisation au régime de santé, de pension et de retraite progressent de 11,5% à 12% lors de la deuxième année de l'accord. Donc c'est cool, c'est plus d'argent effectivement pour pour tout ce qui est régime de santé et pension de retraite. Donc c'est une bonne chose. Pour les contrats à forfait, alors ça c'est par rapport au fait que des fois les studios mettaient beaucoup de temps à payer. C'est pour mettre vraiment un timing sur comment ça se passe. Il y a beaucoup de gens qui ont ce problème dans différents métiers où les clients peuvent mettre des mois à payer une facture et voilà, c'est compliqué dans sa comptabilité quand on sait qu'on a de l'argent qui doit rentrer mais qu'on ne sait pas quand et que souvent les clients vont prendre tout leur temps. Là, maintenant, il y a des règles qui feront que pour les contrats à forfait, un scénariste engagé sur la base de 200% du minimum, donc du minimum voulu par le syndicat, donc leur SMIC en fait, le SMIC des scénaristes, donc doit recevoir 50% de ses honoraires dès le début du contrat. Dès le début du contrat, vous avez déjà la moitié de ce qu'on vous doit. Si, au bout de 9 semaines, le scénario n'a pas été livré, il retouche 25% sur présentation d'une facture. Et ensuite, les 25% qui restent, donc, vu qu'il a déjà touché 75%, les 25% qui restent, eux, seront dus à la livraison du scénario. Donc c'est 50% dès la signature du contrat, 25% au bout de 9 semaines et 25% quand le scénario est livré, si ça a pris plus de 9 semaines. Si le scénario est livré au bout de 9 semaines, du coup il touche le reste directement. Concernant le streaming, pour un projet de long métrage, donc c'est précisé en réalité dans le contrat au-dessus de 96 minutes. Donc pour un projet de long métrage au-dessus de 96 minutes destiné à une plateforme d'un budget de 30 millions de dollars ou plus, la rémunération initiale minimale pour le script ou le scénario est de 100 000 $, soit une augmentation de 18% par rapport au taux actuel qui est de 26%
de la base résiduelle. Si l'on y ajoute les revenus liés aux droits de diffusion à l'étranger, ce qui était bizarrement pris en compte avant, l'augmentation est de 49% par rapport aux règles de 2020. 49%, c'est quand même énorme. De meilleurs revenus sur la diffusion streaming. Mais les studios ont aussi cédé sur le calcul, et ça c'est gros, ça c'est très gros, sur le calcul des revenus des auteurs issus de la diffusion sur les plateformes. Ainsi, pour les séries qui sortiront dès le 1er janvier 2024, alors c'est les séries et les films en fait, c'est pas que les séries, l'accord prévoit une prime en fonction du succès en SVOD. Lorsqu'une série ou un film rencontre une certaine audience sur une plateforme, c'est-à-dire lorsque 20% ou plus des abonnés nationaux du service visionnent la production dans les 90 premiers jours de sa sortie, la prime sera de 50% et calculée en fonction du nombre d'heures de visionnage. C'est très important ça. Alors, ils appellent ça des residuals dans le contrat. En réalité, c'est plutôt une prime, effectivement. C'est plutôt une prime à la réussite. Alors, encore une fois, c'est pas que les séries en réalité, c'est les séries et les films. Donc là-dessus, déjà, c'est important de préciser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ils ont fait ce système-là ? Parce que, en fait, c'était un problème très compliqué à gérer, j'en avais déjà parlé, sur le fait que j'y croyais moyen cette partie-là, parce que tu peux pas donner des residuals sur tous les programmes, sinon tu vas en arriver à un point où ça coûtera plus d'argent de diffuser des séries que ça en rapporte aux plateformes de streaming. Et ils ont trouvé un accord qui est plutôt malin, pour le coup. C'est-à-dire déjà que ça prend en compte, quand ils parlent de succès, ça prend en compte, donc c'est 20% des abonnés nationaux du service. Donc ça prend en compte l'importance du service. Ça veut dire qu'évidemment, 20% des abonnés de Netflix, c'est pas la même chose que 20% des abonnés d'Apple. Évidemment. Évidemment. Et donc, c'est malin d'avoir pris en compte le pourcentage d'abonnés pour calculer ça. 90 jours, donc, faut bien comprendre par contre que ça concerne les programmes originaux. Ça veut dire par exemple, on a Suits en ce moment qui cartonne sur Netflix, qui cartonne. C'est pas pris en compte par ça, parce que ça n'est pas un programme original. C'est un programme qui a été racheté. Ça, c'est pour les programmes originaux. Ça veut dire, par exemple, Stranger Things, ça leur aurait fait toucher bien plus d'argent, pour le coup. Honnêtement, niveau série, il n'y en a pas tant que ça qui seront concernés. Ça va être vraiment les gros cartons. Ça va être du Wednesday, ça va être du Stranger Things, des choses comme ça. Mais, par exemple, pour tous ceux qui gueulaient en mode « Ouais, les scénaristes, de toute façon, ils demandent plus alors qu'on voit de la merde et puis machin », dans ce cas, ces gens-là peuvent être contents. Parce que ça, c'est une motivation justement pour de la qualité. C'est-à-dire que si votre série cartonne, vous toucherez pas mal d'argent en plus. Donc, au contraire, c'est une motivation à avoir des programmes qui cartonnent sur les plateformes. Donc, ça devrait faire plaisir à tous ceux qui gueulaient justement sur le fait qu'ils ne méritaient pas d'augmentation. Et par contre, ouais, donc vraiment, ça concernera un certain nombre de programmes, c'est vraiment les programmes qui cartonnent. Donc ça, cette partie-là, ça sera pas du tout pour tout le monde. Les droits des scénaristes seront désormais calculés aussi sur le nombre d'abonnés à l'étranger, ce qui représente une augmentation de 76% sur 3 ans. Par exemple, le montant des droits étrangers de Netflix sur 3 ans passera de 18 684$ actuellement pour un épisode d'1 heure à 32 830$. Alors pareil, il y a un truc à préciser aussi. Alors là, c'est pour 1 heure. Pour des épisodes de 30 minutes, ça sera 9 000$ et quelques. Et par contre, il faut être précis là-dessus, ça ne concerne pas tous les scénaristes. Ça concerne la catégorie qu'on appelle les scénaristes producteurs. Ça veut dire que c'est déjà des scénaristes seniors. C'est pas les jeunes scénaristes ou mid-level, c'est quand même des scénaristes qui ont déjà pas mal de bouteilles. C'est un statut particulier de scénariste qui en général ensuite deviennent showrunner. C'est vraiment l'étape avant showrunner, writer-producer. Donc voilà, ça les sommes qu'ils donnent là, c'est moins pour les scénaristes autres. Là c'est vraiment les sommes données pour les scénaristes top-notch. Donc croyez pas que ça concerne tous les scénaristes, c'est un peu trompeur là-dessus. Les plateformes de streaming s'engagent d'autre part à communiquer, sous réserve de confidentialité, le nombre total d'heures diffusées des productions maison à gros budget, tant au niveau national qu'international. Enfin, il est prévu une prime de 150% pour les épisodes pilotes. C'est-à-dire les épisodes qui servent à faire greenlight une série, à faire approuver une série. A noter que les droits des scénaristes resteront identiques pour les services de streaming avec publicité. Les derniers termes de l'accord détaillent les augmentations de rémunération hebdomadaire pour l'emploi des scénaristes sur les séries, les primes pour les équipes de développement ou encore le nombre de semaines d'emploi garanties dans les salles de développement. Alors, ça c'est intéressant. Voilà. C'était une des grosses barrières pour la signature des accords. C'est-à-dire cette demande d'avoir un nombre minimum de scénaristes qui travaillent sur des séries. Et je vous en avais déjà parlé. Je vous avais dit que déjà il y avait le problème des cas où
comme Tony Gilroy par exemple pour Andor, où il y a un scénariste, où il bosse tout seul. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'on lui impose d'embaucher d'autres gens qui font semblant de travailler à côté? Donc effectivement, ça posait problème là-dessus. Et ça a emmerdé les plateformes de streaming de devoir avoir un minimum de scénaristes. À quoi ils sont arrivés? C'est très intéressant et c'est une belle victoire. Avant la validation d'un projet en développement, il y aura donc obligation de 3, ce que je vous disais, des scénaristes producteurs. Donc c'est des top-level scénaristes qui seront requis pour comment dire, des salles de développement, on appelle ça en français, c'est-à-dire c'est les writing rooms, donc qui seront composés de 3 ou plus scénaristes. Après que la série a été validée, c'est-à-dire une fois que vraiment elle rentre en production, il sera nécessaire d'avoir 3 scénaristes producteurs jusqu'à 6 épisodes. Si la série fait jusqu'à 6 épisodes, il faudra absolument avoir au moins 3 scénaristes producteurs. Entre 7 et 12 épisodes, il faudra 5 scénaristes, dont 3 scénaristes producteurs. Ça veut dire qu'on pourra rajouter 2 qui seront un peu plus mid-level. Au-dessus de 13 épisodes, ça passera à 6, dont 3 scénaristes producteurs. Un truc qui peut faire peur là-dessus, c'est est-ce que ça risque pas de donner envie aux plateformes du coup de surtout faire des séries en 6 épisodes? Parce qu'après, ça les oblige, si on passe de 6 à 7, ça oblige à embaucher 2 scénaristes en plus. Donc ça risque de jouer du coup sur les commandes des plateformes et on risque de voir pas mal de séries en 6 épisodes plus qu'avant, qui dépasseront les séries, qui prendront la place des séries en 7-8 épisodes. Ça c'est une crainte pour le coup à avoir pour la suite. Mais, il y aura exemption pour les séries qui n'ont qu'un scénariste pour tous les épisodes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de demi-mesure. C'est soit, ok, tu veux être le seul scénariste, d'accord, mais dans ce cas, tu es le seul sur tous les épisodes. Du moment où tu embauches un autre scénariste à un moment, tu passes sur les règles avec 3 scénaristes jusqu'à 6 épisodes, 5 entre 7 et 12, et 6 au-dessus de 13, enfin 13 et plus. Donc voilà, ça sera l'un ou l'autre. Mais du coup, ils ont accordé toujours cette possibilité d'avoir quelqu'un qui effectivement peut décider d'écrire sa série tout seul. Donc c'est une bonne chose, encore une fois, c'est une bonne chose. Il y a juste une petite crainte aussi, c'est que du coup, si on a que des séries, si on a plus de séries en 6 épisodes, ça risque d'avoir l'effet pervers de ne pas permettre du coup à des jeunes scénaristes de se faire la main. Ça c'est un peu le souci pour le coup. Et puis voilà, du côté des scénaristes, on a aussi eu des augmentations de salaire et des assurances de temps minimum de travail sur les temps de développement de projets, ce qui n'était pas le cas avant. Et on sait que du côté de Netflix, par exemple, ils avaient des méthodes un peu pour contourner un peu les règles, et ils pouvaient faire développer des séries à très moindre coût en profitant vraiment des scénaristes. Et ça, maintenant, logiquement, ça sera beaucoup moins possible. Et vous voyez, comme je vous le disais là, c'est les films et les séries. Ça concerne les films et les séries qui seront vus par 20% ou plus des abonnés nationaux dans les 90 jours, qui auront un bonus de 50%. Donc voilà, c'est pas que les séries, c'est aussi les films. Voilà, ça à prendre en compte. Et après, voilà, on a d'autres... c'est beaucoup plus technique, je passe là-dessus, mais voilà, on a d'autres choses qu'ils ont obtenues. Et donc voilà, c'est ce qu'ils ont obtenu, c'est magnifique, vraiment, c'est classe. Il y a pas mal de choses sur lesquelles je pensais pas qu'ils en obtiendraient autant, et je suis pas le seul. Et du coup, c'est une belle victoire de la part des scénaristes. Évidemment, la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs, qui a félicité leurs collègues de la WGA, qui sont bien évidemment contents pour eux. Dès lundi, comme je vous l'ai dit, les discussions vont commencer avec le syndicat des acteurs, et on a donc Duncan Crabtree-Ireland qui va devoir revenir de son voyage en Turquie, où il était pour une réunion. Alors il n'était pas en vacances pour le coup, il était en Turquie pour... il y avait un gros congrès du syndicat mondial des acteurs, qui s'appelle, je sais plus, c'est le FIA. Voilà, c'est le FIA. Et en plus, alors c'est intéressant parce qu'ils ont profité de ce congrès justement avec tous les syndicats nationaux d'acteurs pour... ils ont déjà pris la décision, ils ont le soutien en fait des autres pays, et du coup les autres syndicats d'acteurs ont bien dit qu'ils n'aideraient pas la MPTP, les plateformes de streaming et les patrons de studios, en gros qu'ils ne leur permettraient pas de contourner la grève américaine en utilisant des acteurs d'autres pays. En mode, vous inquiétez pas, on vous soutient. S'ils nous appellent en mode, ils peuvent pas vous faire bosser vous, donc on va les remplacer, c'est niette.
Donc c'est bien, ça permet de mettre la pression en termes mondial. Et on a vu qu'entre autres, en Corée, justement, en Corée du Sud, les acteurs essayaient eux aussi de contacter Netflix parce qu'ils ont un peu marre de se faire entuber en termes de salaire. Petit détail, mais du coup, c'est un gros changement, mine de rien, où en fait toutes les discussions pour l'instant, avec la WGA ou avec la SAG-AFTRA avant la grève, et avec la WGA pendant toutes les grèves, et encore là jusqu'à dimanche, se passaient au siège de la MPTP. SAG-AFTRA, les acteurs ont dit non. Non, non, le setup que vous avez mis en place là dans vos locaux, ça nous plaît pas du tout. Alors je sais pas les raisons, mais il y a un truc qui fait qu'ils aimaient pas du tout la façon dont ça avait été fait. Et du coup, ils ont obtenu qu'en fait, les discussions se passent chez eux. Ça se passera dans les locaux de la SAG-AFTRA. Voilà, c'est un truc tout con. Mais est-ce qu'il y a un jeu de pouvoir là-dedans? Du coup, non, non, c'est vous qui venez chez nous et pas l'inverse. Après tout, vous nous avez fait attendre des mois avant de daigner discuter avec nous. Donc maintenant, c'est vous qui allez venir chez nous. Donc je trouvais ça intéressant, c'est un petit détail, mais ça a sa petite importance. On avait parlé des deals, vous savez, ces deals avec des showrunners, avec des producteurs, tout ça, qu'ont les studios, en mode tu bosses avec nous d'abord, ou tu bosses juste avec nous, ou alors on a un droit de premier regard, quand tu écris des choses, bah, tu viens nous les présenter d'abord, et seulement après, si nous on refuse, tu peux aller le montrer à quelqu'un d'autre. Et tous ces deals-là, certains, il y a un moment, pour les plus gros noms, c'était assez récemment où ça avait été mis en pause en mode bah vu que on est dans un cas de force majeure, on a le droit de mettre en pause ces accords. C'est des contrats qui sont signés pour 2 ans, pour 3 ans, pour machin. Et ils avaient dit bah non, là on est en cas de force majeure, on bosse pas, on peut pas bosser, donc on va pas payer pendant ce temps-là, donc on met fin à ces contrats tant que la situation n'est pas réglée. La situation est réglée en tout cas du côté des scénaristes, donc il y a déjà une partie, on voit que Warner Bros, Disney, 20th Century Fox, ABC Signature, Apple, Netflix, Sony Pictures ont déjà commencé à prévenir du coup ceux avec qui il avait ces contrats que les contrats reprenaient. Maintenant, il reste des choses à décider, c'est est-ce que ces contrats vont être rallongés? Vu que, imaginons que, tiens, ça fait 2 mois que le contrat est en pause, ils peuvent dire, bah du coup, le contrat est rallongé de 2 mois. C'est-à-dire que la fin du contrat sera en fait 2 mois plus tard que ce qui était prévu. On remet cette période à la fin. Mais ils ne sont pas obligés. Et ça va permettre aux studios de réévaluer à quel point ils ont envie de garder ces contrats ou pas. Par exemple, du côté de Warner Bros, on sait que pour l'instant, une grande partie de ces contrats ne sont pas encore renouvelés. Ils le seront peut-être, mais on sait qu'ils veulent économiser de l'argent. On sait que certains de ces contrats ne leur plaisent pas vraiment. Je te regarde J.J. Abrams. Et donc, ils peuvent profiter de la situation pour dire non. Non, en fait, on n'a plus envie de ce contrat, et du coup, on va le réévaluer, on va te proposer beaucoup moins cher que ce qu'il y avait à la base. Après, c'est ton droit de le refuser, tant pis. Dans ce cas, on met fin au contrat. Mais donc voilà, il y a des choses, beaucoup de choses qui sont en train de se passer aussi de ce côté-là, beaucoup de coups de fil, beaucoup de coups de fil à mon avis, en ce moment par rapport à ça. Et enfin, on rappelle qu'on risque de voir bientôt arriver une grève du côté des jeux vidéo. Alors c'est pas encore décidé, on est arrivé à la date butoir où normalement un accord aurait dû être fait, mais c'est pas le cas. Par contre, ils ont décidé de rallonger un peu la période tous les deux. Ils ont fait un message commun en disant voilà, on n'est pas encore tombé sur un accord, mais on veut continuer à discuter. Donc pour l'instant, il n'y a pas de décision. Ils ont déjà eu le vote des membres qui fait qu'ils pourront déclarer la guerre, enfin déclarer la grève plutôt, déclarer la grève s'il faut en arriver là. Ils ont l'accord des acteurs, ça a déjà été signé, mais pour l'instant, ils mettent ça en retrait, ils l'ont dans leur poche arrière, et s'il y a besoin, ils le feront. Mais pour l'instant, ils vont continuer à discuter, et on ne sait pas encore. Et voilà, c'était une vidéo qui était assez chargée, assez complexe. J'en suis désolé, mais pour le coup, effectivement, il y avait pas mal de choses importantes. Voilà, et c'est des choses complexes, c'est des contrats, c'est tout ça. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux, je vous assure que j'ai galéré pour cette vidéo. J'ai mis du temps à enregistrer cette vidéo, je l'ai refaite plusieurs fois en essayant d'être le plus clair possible. J'espère y être à peu près arrivé. Voilà, désolé, c'est forcément pas parfait, mais voilà, j'espère en tout cas que ça aura été un peu compréhensible. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, des précisions que vous voulez, quoi que ce soit, évidemment. Les commentaires sont là pour ça. Sur ce, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.